Nous allons commencer. Bonjour à tous. Ravie de vous accueillir. J'ai le plaisir d'ouvrir cet atelier dans le cadre du Congrès national de l'ACE. Notre atelier s'intitule « Les contrats d'affaires à l'épreuve de la crise, que la force majeure soit avec nous ». Et nous avons prévu d'aborder le régime des contrats pendant la crise du Covid, ainsi que la place des tribunaux et des modes alternatifs de règlement des litiges pour solutionner les différends. Nous avons proposé cet atelier qui a été préparé par 3 commissions de l'ACE et un universitaire de renom. Donc, pour nous éclairer sur le régime des contrats, nous avons l'honneur d'avoir à nos côtés un éminent universitaire qui a accepté notre invitation, alors même qu'il savait que nous n'allions même pas à Arcachon. J'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Balla. Bonjour, monsieur le professeur. Bonjour. Monsieur Balla est agrégé de droit privé et de sciences criminelles. Il est professeur à l'Université de droit de Lille et il y dirige le master droit privé. Nous avons voulu aussi avoir le regard de l'avocat publiciste pour nous éclairer sur le régime des contrats de droit public. Et nous avons normalement, effectivement, fait appel à Sophie Lapizardi, présidente de la commission droit public. Bonjour Sophie. Bonjour. Bonjour Valérie, bonjour à tous. Et pour nous éclairer sur l'étendue de la crise judiciaire et l'embellie des mardes, nous avons aussi préparé le sujet avec l'aide précieuse d'Olivier Laude, qui ne sera pas là parce qu'il est en audience, mais aussi avec Edwige Calderou, qui est coprésidente de la commission REL. Bonjour à tous. Et naturellement, la commission contrat d'affaires que je copréside avec Grégory Mouy, qui va nous rejoindre d'ici quelques minutes. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que tu me vois? Ah, très bien. Parfait. Oui, voilà, donc Grégory est avec nous. Et nous ferons un focus également sur le régime des contrats d'assurance perte d'exploitation et le rôle des tribunaux de commerce dans l'application de ces contrats. Alors, avant de débuter et d'entrer dans le vif du sujet, quelques règles sur le fonctionnement de notre atelier. Nous avons voulu un atelier interactif, donc nous aurons une séance de questions-réponses vers 16 h, après les interventions de chacun des animateurs. Vous avez la possibilité de poser des questions sur le chat qui se déroule sur votre droite. Vous pouvez faire part de vos observations, de vos encouragements. Et nous avons également un lien qui vous sera fourni ultérieurement après l'atelier avec un replay pour vous permettre de revoir à votre convenance l'atelier avec nos coordonnées si vous avez de nouvelles questions. Alors, pour entrer justement dans le vif du sujet, nous avons préparé cet atelier avec un double objectif. D'abord, bien sûr, vous parlez de l'ensemble des mécanismes offerts aux parties pour sauver ou aménager les contrats, les suspendre, les renégocier. Et donc, bien sûr, nous parlerons force majeure et imprévision, mais également d'autres outils. Et nous nous sommes interrogés sur l'état de notre justice, à la fois civile, commerciale et administrative, à la suite de ce confinement et de cette crise majeure que nous avons connue. La question que nous nous sommes posée, c'est celle de savoir si la crise sanitaire a dégénéré aussi en crise des tribunaux. Est-ce que, après les premiers temps de flottement et d'hébétude que nous avons connus, est-ce que nous ferons un tour d'horizon des tribunaux pour savoir si, au terme de cette activité, les tribunaux civils, les tribunaux de commerce, les tribunaux administratifs ont permis de reprendre un peu de leur activité ou si on a assisté à une véritable embellie des modes alternatifs de règlement des litiges au détriment des pouvoirs juridictionnels. Alors, je donne tout de suite la parole à monsieur le professeur Nicolas Balla qui va nous éclairer sur les outils qui sont mis à la disposition des parties pour réorganiser ou sauver ou suspendre les contrats pendant cette crise sanitaire. Merci infiniment. Alors, j'en profite avant tout pour vous remercier infiniment, Maître Morales, et puis pour remercier aussi tout particulièrement Maître Olivier Laude, qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui, mais qui est avec vous l'instigateur de cette table ronde au départ et qui ont eu la gentillesse, vous avez eu la gentillesse de m'y convier. Et je suis très heureux, très honoré de pouvoir
pouvoir participer à ce congrès de la CE, même si c'est vrai, la mer est un peu loin et on n'a pas la promesse de départ, mais c'est tout à fait 2020 comme manière de procéder et je crois qu'on y est tous bien habitués. Je suis très heureux de vous retrouver dans ce cadre. Alors, atelier de droit des contrats, que la force majeure soit avec nous. La connotation est très Star Wars, très Guerre des Étoiles, et ce n'est certainement pas un hasard si nous avons choisi de nous retrouver un Jedi après-midi. La force majeure cet après-midi, mais elle ne sera pas seule. Loin de là, il y a toute une armée, toute une palette d'outils contractuels que la crise sanitaire a permis de révéler, ou qui existent aujourd'hui en puissance et qui permettront de répondre à certains enjeux contractuels en 2020. L'objectif, c'est de partir de cette idée de la palette d'outils contractuels, de la boîte à outils contractuels, selon l'expression d'un auteur, et voir l'utilité que ces outils peuvent avoir dans le contexte de la crise sanitaire qu'on traverse actuellement. Beaucoup d'auteurs ont pu parler d'un droit de circonstance. L'un d'eux a évoqué un risque de Far West, dans le sens où on vivrait dans un monde affranchi de règles. Alors qu'on se rassure, on est très loin de ça. On est très loin de ça, et en guise simplement de propos introductifs, quelques mots, avant d'entrer dans l'inventaire des outils, un petit mot sur le mode d'emploi, parce qu'avant d'utiliser un outil, il faut savoir comment on fait. Alors, le mode d'emploi, comment on fait avant tout? Quelles sont les clés de lecture pour les outils qu'on va évoquer ensemble au cours de ces 2 heures qui nous rassemblent? 2 mots, 2 rappels à travers, si on peut dire, les premiers réflexes à avoir pour chaque situation contractuelle. Le premier réflexe, avant d'étudier les outils, qui me semble indispensable, c'est évidemment de bien examiner le contrat, le contenu du contrat concret qui nous est soumis. Pourquoi? Pour voir tout simplement si les stipulations n'aménagent pas certaines règles, ne sont pas concernées, clause de force majeure, clause relative à l'exécution, à l'imprévision, clause de hardship, clause relative au litige aussi, parce qu'en effet, il est possible de rappeler un principe qui est tout simple en droit des contrats, qui est celui d'un droit supplétif de volonté et l'exception qui tient au caractère impératif. Alors, ça c'est le principe, donc les parties peuvent aménager. Dans l'ensemble, cette solution fonctionne, mais attention, il y a certaines règles qui ne sont pas explicitement qualifiées d'impératives, mais dont on peut se demander quand même si les parties peuvent les aménager. Un exemple tout simple, ça a fait l'objet d'une communication ce matin dans la lettre d'actualité de Francis Lefebvre. Pour un auteur, on peut se demander si l'article 1195, dont on parlera abondamment tout à l'heure, sur l'imprévision contractuelle, est véritablement supplétif de volonté comme on l'a pensé depuis 2016. On commençait à penser que oui, depuis 2016, beaucoup de clauses de style ont émergé, mais il y a des voix avec le Covid-19 ou la Covid-19 qui ont commencé à se demander si le dispositif ne serait pas impératif, une impérativité de protection de certaines parties. Les juges seront amenés à prendre parti, et ça, en tout cas, il faut regarder le contrat pour voir si on aménage ou pas, et puis ensuite, si c'était possible, si ça n'était pas possible. C'est le premier réflexe, et là, on peut trouver des clauses de force majeure, définition de la force majeure, clauses listant les éléments constitutifs de force majeure, ou encore des clauses qui modifient les effets de force majeure. On le gardera à l'esprit tout à l'heure, quand on verra qu'il n'y a pas véritablement d'obligation générale de renégocier. Non, mais si le contrat le prévoit, il y en a une. Donc ça, il faut absolument le vérifier. Deuxième réflexe, tout aussi rapidement, mais aussi important que le premier, il faut évidemment faire très attention au droit applicable, très attention à la date de conclusion du contrat. Très rapidement aujourd'hui, le droit applicable au contrat, on en a 3. Il y a un droit applicable au contrat conclu avant le 1er octobre 2016, un droit applicable au contrat conclu entre le 1er octobre 2016 et le 30 septembre 2018, et un droit applicable au contrat conclu à partir du 1er octobre 2018, chacun correspondant à un stade différent du droit contractuel post-réforme, intermédiaire ou avant la réforme. Tous les nouveaux instruments qu'on va évoquer ne concernent à proprement parler que les contrats conclus à partir du 1er octobre 2016 et plus encore à partir de la loi de ratification de 2018. Les incidences pratiques sont importantes. Un seul exemple, toujours l'imprévision qu'on retrouvera au fil de l'eau. Tout recours à la théorie de l'imprévision pour les contrats de droit privé, on parlera de droit public aussi tout à l'heure, tout recours à la théorie de l'imprévision est exclu pour les contrats de droit privé avant l'entrée en vigueur de la réforme de 2016. Pas de révision pour imprévision, c'est le canal de Craponne, et la révision pour imprévision peut commencer de jouer pour tous les contrats conclus à partir du 1er octobre 2016.
Bon, après, ces premiers mots sur le fonctionnement, le mode d'emploi de la boîte à outils. Deuxième temps, qui est celui des outils à proprement parler et qui va nous occuper un beaucoup plus long moment. On remarquera que la plupart des questions qu'on va évoquer sont relatives à l'exécution, à la phase d'exécution contractuelle. La formation du contrat n'est pas exclue, on parlera de caducité tout à l'heure, on parlera d'autres instruments, mais ce sont surtout des outils qui vont venir aider à appréhender l'exécution du contrat dans le cadre d'une crise sanitaire. Il y a néanmoins d'autres outils. Un seul exemple lié à la formation du contrat, on a beaucoup entendu parler de l'acte notarié par comparution à distance. Alors ça, c'était une nouveauté pour tous les actes qui supposaient l'intervention d'un notaire et tous les contrats. Un décret numéro 2020-395 du 3 avril 2020 a permis cette adaptation à l'authenticité, ce qui est une révolution en matière d'authenticité, puisque la comparution supposait la présence du notaire et des parties. On a permis la comparution à distance, et il est question aujourd'hui, il y a des réflexions pour institutionnaliser cet acte à distance, il y a des discussions, mais la crise a permis de révéler cet outil sur la formation du contrat. Revenons à nos moutons, revenons à l'exécution, qui est le cœur du sujet. On évoquera, je vous propose d'abord les deux outils les plus souvent cités dans la boîte à outils, la force majeure et l'imprévision. Et ensuite, on passera un petit peu moins de temps, mais quand même, sur d'autres outils contractuels. Ce que je vous propose pour rendre l'atelier dynamique, c'est que à l'issue de l'étude de chaque outil, on puisse engager ou pas, selon ce que vous souhaitez ou non, une petite discussion, un petit prolongement pour chaque outil. Alors, premier outil, la force majeure. La force majeure, on pense tous à la force majeure, et pour preuve, elle est dans le titre de l'atelier. L'exemple typique d'événement de force majeure, c'est l'événement naturel, une tempête, un ouragan, qui empêche l'exécution du contrat, qui rend l'exécution impossible. La question qu'on se pose naturellement, c'est est-ce que la situation actuelle, crise sanitaire, est constitutive d'un cas de force majeure qui suspendrait ou qui éteindrait les obligations contractuelles. Sur ce point, je crois, et ça a été relevé, qu'il faut être raisonnablement optimiste, à savoir qu'on peut s'avancer tout en restant relativement prudent et ne pas tirer de conclusions trop hâtives. À titre de comparaison, la jurisprudence a déjà eu à statuer sur des épidémies. Et la jurisprudence a plutôt considéré que les dernières épidémies ne permettent pas aux débiteurs de s'exonérer. Exemple, la grippe H1N1, Cour d'appel de Besançon 2014. La dengue, Cour d'appel de Nancy 2010. Le chikungunya, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la Réunion 2009. Ou Ebola, Cour d'appel de Paris 2016, ne permettent pas, dans les cas qui ont été jugés par le juge, aux débiteurs de s'exonérer de sa responsabilité. Pour revenir au Covid-19, il faut passer les événements au prisme des critères qui sont posés par la force majeure, les textes, et par l'article 1218-1218 du Code civil. On nous dit qu'il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat, et dont les effets ne peuvent être évités, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. On nous dit ensuite qu'il y a des empêchements temporaires et qui suspendent les obligations, et des empêchements définitifs qui éteignent les obligations. Le texte, donc, pour nous, a deux intérêts. D'une part, lister les trois critères de la force majeure, qui vont être notre boussole dans tous les contrats qui nous seront soumis. D'autre part, distinguer les empêchements temporaires des empêchements définitifs. Alors, est-ce que la situation de Covid-19 répond aux trois critères de la force majeure? Est-ce que cette situation est imprévisible? On précise que ce caractère imprévisible doit logiquement être apprécié lors de la conclusion du contrat et doit l'être au regard d'une personne raisonnable. Dans l'absolu, on pourrait dire que la situation actuelle, bien sûr, la crise épidémique, est imprévisible. Mais comme on l'a relevé, il faut bien regarder la date de conclusion du contrat. La situation actuelle est très certainement imprévisible pour un contrat conclu au milieu de l'année 2019 ou avant. On peut néanmoins se demander si la situation reste aussi imprévisible pour un contrat conclu en janvier 2020 ou, a fortiori, pour un contrat conclu à partir de mars 2020. Là où l'imprévisibilité sera retenue très certainement
pour des contrats antérieurs à 2020, peut-être que ce caractère ne sera pas aussi bien retenu pour les contrats postérieurs au début de la crise. Est-ce que ces événements sont irrésistibles? Irrésistible au sens du code, ça se dédouble, c'est à la fois inévitable, l'événement qu'on ne pouvait pas éviter, mais insurmontable, les événements dont on ne pouvait pas surmonter les effets. Inévitable, insurmontable. Pour chaque situation, il faudra donc regarder ces deux éléments, étant gardé à l'esprit que la jurisprudence fait ici preuve d'une très grande rigueur dans l'appréciation de cet élément. Et là, on doit regarder de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de l'épidémie? Est-ce qu'on parle de la maladie individuelle du débiteur? Est-ce qu'on parle des mesures prises par la puissance publique? L'épidémie, est-ce que l'épidémie est irrésistible? D'une certaine manière, l'épidémie, elle est inévitable pour un contractant. Mais est-ce qu'elle est toujours insurmontable dans ses effets? On pourra se poser la question. Par exemple, pour les obligations de nature monétaire, est-ce que l'épidémie empêche littéralement le débiteur de verser une somme? Ça n'est pas certain, comme ça a été relevé en doctrine. Ça rend l'exécution simplement plus onéreuse, plus difficile. Mais dans ce cas-là, on bascule dans le deuxième outil. Donc ici, on doit regarder l'épidémie, ce qu'elle fait concrètement. Pour la maladie individuelle, elle peut être une telle cause irrésistible, et d'ailleurs la jurisprudence a eu l'occasion de le poser, en particulier dans un arrêt d'assemblée plénière de 2006 sur la maladie du débiteur. Un arrêt de 2020 conduirait à nuancer un tout petit peu la position, mais pas forcément sur ce point. Et les mesures prises par les pouvoirs publics, est-ce qu'elles sont irrésistibles? Alors la réponse ici, c'est ça dépend des situations. Ça dépend des situations. Exemple, la livraison d'un colis à effectuer avant telle date, avec la fermeture obligatoire des établissements, on se situe probablement dans une impossibilité d'éviter l'événement. Mais il y en a d'autres qui, le paiement d'une obligation monétaire, les pouvoirs publics n'ont pas interdit de payer. Est-ce que ces événements sont extérieurs? Plutôt oui, en allant rapidement, parce qu'il est assez indéniable qu'une pandémie mondiale échappe au contrôle du débiteur, de même que les mesures administratives, sauf l'administration, on en reparlera peut-être. Et il est montré aussi que la jurisprudence a caractérisé la maladie comme un événement extérieur. Comment la jurisprudence, et ce sera mon dernier point ici, a-t-elle jusqu'ici appliqué les critères pour le Covid-19? On a très peu de décisions, mais certaines qui considèrent qu'il y a force majeure, et notamment une décision, tribunal de commerce d'Evry, 1er juillet 2020. Dans cette hypothèse, qui concernait un chantier de construction, la poursuite de l'activité était devenue impossible, et le débiteur a sollicité l'application d'une clause de force majeure. Le juge donne raison au débiteur, ici, en relevant qu'il y avait bien force majeure en matière contractuelle. Voilà pour la force majeure, quelques mots sur ce premier outil. Est-ce que vous avez des réflexions qui permettraient de rebondir? Grégory, par exemple, est-ce que tu as... Oui, bien sûr. Je me demandais si j'attendais la présentation de l'imprévision, mais effectivement, en ce qui concerne la force majeure, je souhaitais faire une observation sur les difficultés en pratique pour les entreprises de se prévaloir de la force majeure, puisqu'en réalité, il n'y a pas de mauvaise exécution du contrat. Il n'y a pas d'impossibilité d'exécuter le contrat, parfois. Comme vous l'avez rappelé, Nicolas, effectivement, c'est l'une des conditions de la force majeure. Il faut réussir à identifier une mauvaise exécution du contrat. Et donc, cette exigence met parfois le contractant en porte-à-faux, en difficulté de se prévaloir de la force majeure, notamment s'il est en situation d'acheteur de marchandises ou de prestations. Vous l'avez relevé, la Cour de cassation considère de manière générale que le débiteur d'une obligation pécuniaire n'est pas dans l'impossibilité d'exécuter cette obligation, et donc lui, ce contractant, ne peut pas se prévaloir d'un cas de force majeure comme suspendant ou anéantissant son obligation pécuniaire. Et donc, ce contractant, qui peut être un client, une entreprise qui vient nous voir, va nous expliquer, on va lui expliquer qu'elle ne peut donc pas se prévaloir de la force majeure pour, elle, être excusée de la mauvaise exécution de son obligation pécuniaire. Donc, la seule manière pour elle de s'en sortir est donc de réussir à identifier
une inexécution de la part du fournisseur, une inexécution de la part du prestataire, pour pouvoir faire jouer à cette occasion l'exception d'inexécution. Et c'est là où les choses se corsent, parce qu'en réalité, dans la grande majorité des situations, on se rend compte que l'acheteur de prestations, le contractant, ne parvient pas à identifier une inexécution de la part du co-contractant. Alors d'une part, l'acheteur de prestations, il ne peut pas se prévaloir de la force majeure pour être excusé du défaut de paiement de son obligation pécuniaire, mais il ne parvient pas non plus à identifier une inexécution en face pour l'autoriser à suspendre, au titre de l'exception d'inexécution, l'accomplissement de ses obligations. Par exemple, une entreprise qui a commandé qui a conclu un contrat de service de restauration et qui ne peut pas en profiter parce que tous ses salariés sont en télétravail, eh bien, elle ne peut pas se prévaloir d'une mauvaise exécution du contrat de la part du fournisseur, de la part du prestataire. C'est simplement qu'elle ne peut pas bénéficier, elle ne peut pas profiter de la prestation du contrat. Donc, dans toute une série de situations, le fournisseur, le vendeur de prestations, il exécute convenablement son obligation, mais c'est simplement que moi, acheteur, je ne vais pas pouvoir en profiter de ces prestations compte tenu de l'épidémie de Covid-19. Dans mon exemple, voilà, je ne vais plus pouvoir profiter de ce service de livraison dans mon entreprise des plateaux repas parce qu'il n'y a plus de salariés sur place, mais il n'y a pas d'inexécution du fournisseur de prestations. Et donc, je ne peux pas me prévaloir de l'exception d'inexécution, je ne peux pas me prévaloir non plus de la force majeure au titre de la violation de mon obligation pécuniaire, et donc je suis coincé, puisqu'ici, le Covid-19 n'affecte pas la mauvaise exécution du contrat, mais prive simplement un contractant de l'utilité du contrat, de l'utilité des prestations. Par exemple, une personne qui sera inscrite au congrès de la CE et qui ne pourrait pas participer à l'événement parce qu'elle est malade ou parce qu'il y a des mesures administratives qui l'empêchent de circuler, eh bien, elle doit quand même payer, bien sûr, le prix de la formation parce qu'il n'y a pas d'inexécution de la part de la SCE qui livre ses prestations et elle ne peut pas invoquer la force majeure parce que c'est une obligation pécuniaire. Donc, souvent, en pratique, on est confronté à des difficultés de ce type et ensuite, on est obligé de basculer, vous nous en reparlerez, Nicolas, sur la caducité, qui est donc un moyen pour un contractant acheteur de prestations qui ne peut pas identifier une inexécution du contractant. Il n'y a pas d'inexécution et qui peut donc simplement se prévaloir d'une perte d'utilité du contrat pour lui et qui va donc essayer de s'appuyer sur la caducité du contrat en arguant de ce que le contrat est privé d'un élément essentiel que connaissait son co-contractant et que ce faisant, il doit être rendu caduc. Mais cette notion étant nouvelle et on est à ce stade privé de décisions importantes de la Cour de cassation sur le sujet. Avant 2016, il y avait la cause subjective, je pense notamment à un arrêt sur les cassettes vidéo, où un couple avait été sauvé par la Cour de cassation au motif que l'endroit où ils s'étaient installés ne leur permettait pas de faire fructifier leurs affaires. Et donc, on a cette notion nouvelle de caducité entérinée à l'article 1186 qui va permettre de sortir de la difficulté des contractants acheteurs de prestations, puisque très honnêtement, moi, j'ai été confronté dans ma pratique à 4-5 situations où à chaque fois, c'est le problème, si vous voulez, du locataire d'un bail commercial. On a vite compris que ce locataire qui ne peut plus profiter des locaux, il ne peut pas se prévaloir de l'imprévision pour lui être exonéré de son obligation de payer un loyer, c'est voué à l'échec. Donc, que doit faire notre locataire? Il doit identifier une inexécution de la part du bailleur pour invoquer l'exception d'inexécution. Mais il n'y a pas forcément une inexécution de la part du bailleur. Parfois, il s'agit simplement d'une perte d'utilité du contrat. Il n'y a pas de problématique d'inexécution du contrat et donc c'est la caducité avec tous les aléas jurisprudentiels qui nous attendent s'agissant de l'application de cette notion. Voilà ce que je souhaitais simplement préciser, puisque comme vous l'avez rappelé, il y a des conditions strictes sur la force majeure. Mais qui dit conditions strictes, la première de ces conditions, c'est identifier une exécution. Et la plupart du temps, ce n'est pas le cas. Deuxième observation, vous disiez à juste titre que, bien évidemment, que les clauses relatives à la définition de la force majeure étaient parfaitement valables, puisque 12.17 du Code civil est supplétif de volonté, sauf erreur de ma part, mais il ne faut pas oublier quand même qu'il y a des clauses relatives à la force majeure qui sont définies de façon extrêmement large.
et de façon très maladroite. On a un contractant qui va être exonéré si tel ou tel événement se réalise. On ne rappelle même pas au contrat les conditions relatives à l'imprévisibilité et l'impossibilité d'exécution. Et il s'ensuit une liste à la Prévert d'événements qui sont de nature à exonérer le contractant de ses obligations, sans référence d'ailleurs rigoureuse, encore une fois, à l'exigence des conditions de la force majeure. Donc, si on applique à la lettre cette définition de la force majeure, on a un contractant qui peut s'exonérer beaucoup trop facilement de ses obligations contractuelles parce qu'il peut invoquer tel ou tel événement. La liste n'est pas limitative et on ne reprend même pas les exigences d'imprévisibilité et d'irrésistibilité. Et dans ce cas-là, il me semble que cette clause qui définit de façon trop large la force majeure et qui permet à un débiteur de s'affranchir trop facilement de l'exécution de ses obligations pourrait être critiquée sur le terrain de l'article 1170, qui reprend la jurisprudence Chronopost du 22 octobre 1996 et qui nous indique que toute clause limitative de responsabilité, mais pas seulement, nous dit 1170, il peut s'agir d'une clause contractuelle au sens large qui vient détruire la valeur de l'obligation du contractant est réputée non écrite. Or, il me semble que dans certains contrats sur lesquels j'ai pu travailler, on a des définitions extrêmement larges de la force majeure avec des listes à la Prévert et où les conditions de la force majeure ne sont même pas requises contractuellement. Et donc, on a un contractant qui va pouvoir s'exonérer trop facilement de ses obligations et une telle clause peut être frappée d'annulation compte tenu de ce qu'elle conduit à neutraliser, à annihiler la valeur de l'obligation contractuelle. Donc, soyons vigilants pour ces définitions de la force majeure au contrat, étant précisé, et j'en aurai terminé, qu'il faut être particulièrement vigilant dans le prolongement de ce que vous disiez, Nicolas, sur les problématiques de renouvellement tacite d'un contrat qui ont lieu à partir de mars 2020, puisque pour ces renouvellements tacites, il s'agit d'un nouveau contrat qui se forme. Donc c'est à ce moment-là que l'on appréciera les conditions d'imprévisibilité et d'irrésistibilité. Donc pour ces nouveaux contrats qui se forment, il paraît important, là pour le coup, de rédiger une clause relative à la force majeure et pour dispenser les parties, enfin pour spécifier une clause Covid et pour dispenser les parties de prouver le caractère imprévisible de l'événement, puisque si on oublie de mentionner cette clause dans le contrat et si on laisse notre contrat conduire à une tacite reconduction ou à un renouvellement tacite du contrat, on aura un nouveau contrat. À ce stade, la deuxième vague n'était pas imprévisible et on se fera planter lorsqu'il y aura des difficultés, comme on peut s'y attendre ultérieurement. Donc, voilà, pour les quelques observations que je souhaitais faire. C'est un sujet qui est évidemment délicat pour les entreprises. D'accord. Merci Grégory. Alors, la question se pose aussi pour les contrats de droit public. Alors, Sophie, est-ce que la situation est la même pour les contrats qui sont soumis au droit public ? C'est un petit peu différent. D'abord, la première chose, force majeure, très vite, le gouvernement nous a expliqué que dans le cadre de ces marchés, et lui-même, ces marchés publics, il considérerait le Covid et la crise sanitaire comme un cas de force majeure. Alors, on a commencé à travailler avant d'avoir l'ordonnance, parce que comme vous, on a eu une série d'ordonnances le 25 mars. Nous, c'est la 319 sur les contrats publics, numéro 319. Avant de recevoir cette ordonnance, on a commencé à regarder ce qui existait, parce que la force majeure, c'est bien en théorie, mais en pratique, on l'avait jamais mis en place. Donc, on a regardé ce qui existait. Alors, d'abord, dans le code de la commande publique, première chose, c'est qu'on a un article effectivement sur la force majeure, mais qui ne le définit pas et qui surtout prévoit seulement le cas de résiliation du contrat en cas de force majeure. Donc c'était vraiment des cas particuliers et ça ne nous intéressait pas beaucoup, mais enfin c'est bon à savoir. Alors nous, il y avait deux problématiques. Je prends par exemple l'exemple d'un marché public de travaux. Qu'est-ce qui s'est passé 16 mars, la plupart, la très très grande majorité des chantiers s'arrêtent. Et là, question, est-ce qu'on est dans un cas de force majeure ou pas? Et là arrive l'ordonnance du 25 mars. Alors, l'ordonnance du 25 mars, elle ne parle pas de force majeure. Par contre, elle nous dit une chose, c'est qu'elle nous dit que si on démontre qu'on ne peut pas respecter un délai, dans la période, parce que nous, on a une période protégée entre la période du 11 mars et du 23 juillet, à ce moment-là, on peut repousser un certain nombre de délais, donc il n'y a pas d'application de pénalité. Donc, c'est l'ordonnance qui va en fait protéger
les pénalités, la responsabilité contractuelle durant cette période, en fait, protégée entre le 11 mars et le 23 juillet. Alors, les contrats pouvaient prévoir des choses, mais l'ordonnance dit bien, je prévaux sur les contrats. Voilà, donc même si les contrats prévoyaient l'application de pénalités en cas de force majeure, l'ordonnance prime sur les contrats. Donc ça, c'est pour tout ce qui est pénalité et responsabilité contractuelle du fait de la non-exécution, donc du fait de ne pas avoir exécuté les travaux en temps et en heure. Par exemple, si on avait une réception en mois d'avril, eh bien très clairement, on ne se verra pas appliquer de pénalité. Alors, ensuite, deuxième chose, l'indemnisation. Ça, c'est aujourd'hui, maintenant qu'on est sorti du confinement, c'est la grande question, comment on va être indemnisé. Donc, les entreprises, typiquement sur un marché public de travaux, les entreprises ont dû assumer un certain nombre de coûts pendant toute cette période de confinement. Qui va payer et à quelle hauteur? Et alors là, en revanche, l'ordonnance ne nous dit rien, le code ne nous dit rien, et donc c'est vers le contrat qu'on se dirige. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dans nos règles générales en matière de marché public de travaux, on a la réponse dans le CCAG travaux, donc ça, on a les éléments, et il prévoit une indemnisation. Et ensuite, dans tous les contrats de concession, notamment convention d'occupation du domaine public, ça peut être prévu. Mais concernant, si je reviens au marché public de travaux, ce qui est assez perturbant pour nous, praticiens en droit public, c'est qu'on a une jurisprudence assez établie qui nous dit, sur la base de cet article 18.3 du CCAG de travaux, l'entreprise a le droit à l'indemnisation d'un certain nombre de choses, dont l'immobilisation de son matériel. Et de l'autre côté, on a eu une instruction ministérielle le 9 juin dernier qui nous dit, l'instruction du Premier ministre, qui dit, voilà, moi, ce que je pense être indemnisable et ce que je pense ne pas être indemnisable. Et c'est contraire à la jurisprudence. Donc, on est actuellement dans un flou juridique sur l'indemnisation de cette période d'arrêt de chantier, par exemple, pour cause de force majeure. Voilà, pour la partie force majeure de notre côté, côté droit public. D'accord. Merci, Sophie. Nicolas, je te laisse poursuivre, je crois, avec l'imprévision, qui est le deuxième sujet phare dans la boîte à outils. Tout à fait. Un mot simplement sur l'intervention de Grégory Mouille, ça m'a suggéré, je ne pensais pas en parler, mais en cas d'exécution imparfaite, il y a un nouvel outil aussi. Effectivement, tout suppose une exécution ou presque. La réduction du prix. L'article 1223 du Code civil, en cas d'exécution imparfaite, on peut notifier une réduction proportionnelle du prix. Ce n'est pas très facile à mettre en œuvre, mais ça existe aujourd'hui, c'est une innovation du droit commun des contrats. Je referme ça, mais c'est effectivement une bonne remarque et ça m'a fait penser à cet outil. Concernant, c'est le deuxième outil phare, l'imprévision, c'est ici l'article 1195 du Code civil. Alors ça, c'est un tremblement de terre contractuel, puisque depuis la fin du 19e siècle, on connaissait Canal de Craponne, pas de révision pour imprévision, contrairement au droit public qui est rompu à ça dans les contrats publics et notamment de concession. Aujourd'hui, depuis 2016, on nous dit que lorsque l'exécution des obligations devient excessivement onéreuse, alors s'ouvre un processus en plusieurs étapes. Première étape, une demande de renégociation, mais on doit continuer à exécuter. Deuxième étape, un mutuus dissensus ou une saisine mutuelle du juge. Ça ne marchera jamais, on y reviendra. Troisième étape, une saisine unilatérale du juge pour qu'il révise ou mette fin au contrat. Qu'est-ce qu'on peut penser de cet instrument dans le cadre de la crise sanitaire? Pour le savoir, même chose que pour la force majeure, on a nos textes et on prend les critères. Il faut être minutieux, méthodique et bien regarder les critères posés par le texte. L'hypothèse, d'abord, brièvement, c'est le cas dans lequel un changement de circonstances, qui était imprévisible lors de la conclusion du contrat, alors ces circonstances qui changent, ça peut être économique ou non. Là, le changement de circonstances, ça peut tout à fait être un changement de circonstances sanitaires et économiques et administratives. Donc là, on est plutôt dans le cadre de la crise sanitaire. Première hypothèse, premier critère, changement de circonstances. Deuxième critère, ce changement doit avoir pour effet de rendre l'exécution excessivement onéreuse pour une partie. Ce n'est pas de l'exécution impossible, on n'est plus dans la force majeure, c'est excessivement onéreux. Ça veut dire que c'est plus cher, mais ça veut dire que c'est beaucoup plus cher, que c'est plus cher à l'excès. Et là, très certainement, le juge ne va pas considérer qu'une petite augmentation
par rapport à ce qui était prévu sera constitutif d'imprévision. Il faudrait vraiment des pourcentages assez élevés d'augmentation. On a un exemple qui pourrait commencer à être considéré comme une imprévision. Ça concerne le droit de la construction avec en 2017 ce qu'on a appelé la crise du polyuréthane, où on a eu des difficultés d'approvisionnement, très peu d'usines produisaient et certaines sont tombées en panne les unes à la suite des autres. Le coût de la production est devenu si important qu'on pourrait se demander si là il n'y a pas imprévision. Mais en tout cas, l'onérosité doit être excessive pour une partie. Donc, le critère doit être respecté ici et la partie en plus ne doit pas avoir accepté d'assumer le risque. Et oui, contracter, c'est prévoir et il ne faut pas que dans le contrat, une partie s'engage, en cas de changement de circonstances, à avoir assumé le risque. Toutes ces conditions, bien sûr, sont cumulatives. Et on voit au passage la distinction avec la force majeure. Dans l'imprévision, l'événement imprévisible n'empêche pas d'exécuter, il rend l'exécution excessivement onéreuse. Et là, finalement, les critères peuvent convenir à la question de la crise sanitaire, ça pourrait entrer dans le cadre. Mais, à mon avis, la réflexion qu'on peut faire, c'est que l'hypothèse fonctionne, les conséquences, en revanche, de l'imprévision pourraient ne pas être adaptées à ce que souhaitent les contractants en pratique à l'issue de la crise. Pourquoi ? Les conséquences de l'imprévision, ce n'est pas juste la révision par le juge, c'est une méthode que nous donne le texte. Une méthode à respecter en 3 étapes. Première étape, demander la renégociation, sans obligation de résultat pour le créancier, au passage, tout en étant obligé de continuer à exécuter les obligations. Si ça ne marche pas, deuxième étape, et alors là, ça n'arrivera jamais, c'est de l'angélisme contractuel, tomber d'accord avec le créancier pour saisir le juge. On n'est pas d'accord, mais on donne carte blanche au juge. Non, ça ne peut pas marcher. Troisième étape, donc il faut encore attendre. À défaut, saisir le juge d'une demande de révision ou de terminaison du contrat. Finalement, mon avis, mais il est personnel, est le suivant, c'est que ce mécanisme de l'imprévision peut être très intéressant dans l'hypothèse, rendre très onéreuse l'exécution des obligations, ça oui, pour beaucoup de contractants. Mais dans la sanction, dans le dispositif, ça sera très largement un coup d'épée dans l'eau. Pourquoi ? Parce que, d'une part, l'imprévision oblige le débiteur à continuer d'exécuter. Or, ici, c'est le nerf de la guerre. Le débiteur a des difficultés d'exécution. Il souhaite une sorte de moratoire. L'imprévision ne le permet pas. Et en outre, le débiteur est obligé de respecter les 3 étapes, qui sont un peu longues, alors qu'on a besoin de rapidité. Cet outil, au prisme de la crise financière, de la crise sanitaire, à mon sens, ne fonctionne pas, ou fonctionnera difficilement. Et de toute façon, même si ça fonctionnait et qu'on y trouvait une utilité, il faut encore faire quelques remarques, parce qu'il y a des hypothèses dans lesquelles, au-delà de cette question d'utilité, la théorie de l'imprévision ne pourra pas jouer. D'abord, on estime que l'imprévision ne pourra pas jouer quand une clause aura exclu l'article 1195. Et cette clause, on le sait, est devenue de style dans la majorité des contrats d'affaires depuis 2016. Mais 2 choses. Première chose, il faut bien lire la clause. La lecture des contrats qui m'ont été soumis montre que, bien souvent, la clause laisse de la marge aux parties pour tout de même invoquer une partie de l'article 1195. La seule clause qui fonctionne totalement, c'est une exclusion en bloc de l'article 1195. Les parties conviennent que l'article 1195 est inapplicable dans sa totalité. En revanche, si la clause est rédigée en disant « les parties conviennent que la révision pour imprévision prévue par l'article 1195 du Code civil est exclue », qu'est-ce qui reste ? Tout le reste de l'article. Tout ce qu'on a décrit. L'étape renégociation, l'étape mutuus dissensus qui ne marchera pas, et l'étape possibilité pour le juge de mettre fin au contrat. Il y a beaucoup de clauses qui sont comme ça, et dans les contrats. Et en outre, dans les clauses, deuxièmement, l'article 1195 est majoritairement considéré comme supplétif de volonté, mais il y a des opinions contraires qui sont très autorisées, notamment Rémi Liebschaber au Dallos 2020, qui estiment que non, il faudrait une impérativité raisonnée de la révision pour imprévision. Il est certain que le juge prendra parti sur cette question-là, est-ce que c'est impératif ou pas et dans quelle mesure. On pourrait avoir des surprises et certaines clauses qui tomberaient, dont on pensait qu'elles étaient valables et qui tomberaient. Et l'imprévision, dernier mot, est exclue pour un certain nombre de contrats, les titres et les contrats financiers, puisqu'il y a une exclusion légale. Mais l'imprévision aussi, du fait de la jurisprudence, commence à être exclue dans certains contrats. Exemple, le marché à forfait. On a un arrêt de la Cour d'appel de Douai, 23 janvier 2020, qui affirme que dans le cadre du marché à forfait,
l'article 1793 du Code civil et le caractère forfaitaire excluent l'application de l'article 1195. On peut en discuter, mais c'est plutôt une solution qui est approuvée en doctrine. Même chose, et là c'est un petit peu plus discutable, il y a beaucoup de pratiques en ce sens. Même chose pour le bail commercial. Un arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles le 12 décembre 2019. L'imprévision ne pourrait pas jouer pour le bail commercial. Pourquoi? Il faut lire la motivation, c'est pas sûr que ça tienne. Pourquoi? Parce qu'on nous dit qu'il y a beaucoup de règles dans le bail commercial qui permettent l'adaptation des loyers. Oui, et alors, c'est un mécanisme supplémentaire. Tant qu'il n'y a pas une règle spéciale, comme dans les instruments financiers, qui exclut l'article 1195, il y a une marge. En tout cas, c'est mon avis. Voilà pour l'imprévision, une utilité à discuter et un domaine à préciser. Oui, moi je souhaiterais ajouter en faisant 2 observations sur les problématiques de clauses relatives à l'imprévision. Tout d'abord, parfois, en lisant un contrat, on se rend compte que les clauses ne sont pas très bien rédigées sur le sujet, puisqu'on va avoir une clause de hardship. On va avoir une clause qui indique que les parties auront l'obligation de renégocier le contrat s'il apparaît un déséquilibre dans telle proportion. Mais les parties omettent de parler de 1195. Et donc, on ne sait pas si le dispositif qu'ils décrivent s'ajoute à 1195 ou le remplace. Les juges vont être obligés d'interpréter la volonté des parties en se disant, est-ce qu'en stipulant une clause qui ne concerne pas l'imprévision, on prévoit une clause de hardship, en disant si tel événement se réalise, les parties ont l'obligation de... Voilà. Mais si on ne dit pas que, en dehors de cette situation qui est décrite, les parties souhaitent rendre inapplicable 1195? Eh bien, dans ce cas-là, va se poser la question de savoir est-ce qu'on ne peut pas appliquer de façon supplémentaire l'article 1195 dès lors que les parties n'ont pas forcément voulu exclure l'application de 1195 qui concerne un événement imprévisible et qui peut s'ajouter à des situations où l'événement en question est parfaitement prévisible et qui entre donc dans le champ de la liberté contractuelle et qui s'ajoute à l'imprévision stricto sensu de 1195. Donc ça, c'est ma première observation. Les parties, si elles veulent écarter 1195, doivent clairement dire, dans tel événement, qu'il soit d'ailleurs, qu'il se rattache, qu'il soit imprévisible ou pas, qu'il déséquilibre le contrat dans telle proportion, elles s'obligent à renégocier le contrat et, en dehors de ces situations, décrites plus haut, les parties rendent inapplicable 1195. Si on ne le fait pas, il va y avoir un problème d'articulation. Ça, c'est la première observation. Et deuxième observation, et je m'adresse, et c'est un grief que je peux m'adresser personnellement, c'est les clauses, comme Nicolas le rappelait, où on a eu l'habitude d'insérer dans les contrats après le 1er octobre 2016 des clauses un peu trop facilement, en disant que les parties décident de rendre inapplicable 1195 du Code civil. Alors, sans entrer dans les débats de savoir si 1195 est supplétif de volonté ou pas, en faisant ça, et moi c'est vrai que je me laissé un peu guidé par cette ambiance générale qui avait peur à l'époque, en 96, on a peur des interventions du juge dans le contrat et donc on coupe la tête à 1195, mais si on fait ça, il y a des dangers. Il y a des dangers. Alors, quels sont ces dangers? Le premier danger est qu'en faisant ça, on interdit, mais ça tout le monde est d'accord avec ça dans le domaine des contrats d'affaires, aux juges d'intervenir dans le contrat et de le réviser. Très bien. Pas de débat là-dessus. Mais en plus, en excluant purement et simplement 1195, on fait disparaître l'obligation de renégocier les contrats qui avait été découverte par la jurisprudence en 92 dans l'arrêt Huard, puisque Nicolas a rappelé tout à l'heure que 1195 était un texte bien évidemment nouveau, qu'il renverse Canal de Craponne, mais c'est nouveau dans la deuxième partie de l'article 1195, dans la première partie sur l'obligation de renégocier. Il ne s'agit, sauf erreur de ma part, que de la codification de précédents jurisprudentiels, notamment l'arrêt Huard de 3 novembre 92, où la Cour de cassation nous a dit que l'exigence de bonne foi imposait à un contractant d'accepter de renégocier le contrat pour éviter que l'autre dépose le bien, en gros. Ça, c'est l'arrêt Huard, et ça a été confirmé par l'arrêt Cheval-Sumarge. Donc la bonne foi est un rempart, est un moyen, est à la source de l'obligation de renégocier les contrats, et la JP avait trouvé un bon équilibre avant 2016 entre Canal de Craponne, le juge, tu touches pas à mon contrat, et les parties, au titre de la bonne foi, ont l'obligation, dans certaines circonstances, d'accepter une renégociation. Très bien.
Mais en 2016, post-réforme, si on décide de rendre inapplicable en 195, premièrement, le juge ne peut pas toucher au contrat, mais deuxièmement, on vient également porter atteinte à l'équilibre qui avait été dégagé par la jurisprudence antérieurement, c'est-à-dire qu'on fait disparaître également cette obligation de renégocier le contrat qui est bien commode dans des situations les plus tragiques. Je trouve que la solution du droit antérieur, le juge ne peut pas toucher au contrat et les parties ont parfois l'obligation de renégocier le contrat, était tout à fait satisfaisante. Et si on écarte en 195, donc seulement on se débarrasse de Canal de Craponne, mais on tue aussi l'arrêt UAR. Et donc, c'est extrêmement dangereux de se débarrasser de cette obligation de renégocier le contrat, puisque les parties peuvent alors être enfermées dans un carcan, notamment si le contrat est conclu pour une durée de 5-7 ans, il n'y a plus de plan B, il n'y a plus cette obligation dégagée par la jurisprudence de renégocier le contrat, et donc elles peuvent se trouver piégées par une clause qu'elles auraient insérée un peu naïvement et trop facilement. De sorte qu'en ce qui me concerne, dans les premiers mois d'application de la réforme, il est vrai que je me suis laissé tenter par une exclusion automatique du 1195, mais aujourd'hui, un peu dans le prolongement de ce que disait Nicolas, je me rends compte que c'est davantage le rôle joué par le juge qui gêne les affaires, alors que l'obligation de renégocier qui apparaît au premier alinéa du texte mérite d'être conservée, tout au moins dans certaines circonstances. Les parties, encore une fois, se retrouvent piégés et se retrouvent paradoxalement dans une situation qui est différente de celle qui existait avant 2016. Puisqu'en se débarrassant de l'arrêt UAR, l'équilibre joué par la jurisprudence n'est plus là. Voilà, donc il faut avoir conscience que quand on rend inapplicable en 195, on va plus loin qu'un retour au droit positif antérieur. On se débarrasse aussi de cette obligation de renégocier qui parfois me paraît indispensable. Voilà, l'observation que je souhaitais faire sur ces problèmes de clauses relatives à l'imprévision. Est-ce que c'est le même cas, Sophie, dans la question des contrats de droit public? Avec le micro, c'est mieux. De notre côté, on a aussi l'imprévision. Alors là, l'imprévision, cette fois-ci, elle est prévue dans le Code de la commande publique parce que le Code est venu codifier la jurisprudence qui existait depuis pas mal de temps. Et le Code prévoit une indemnité pour le co-contractant qui poursuit l'exécution du contrat malgré les difficultés à 3 conditions. Et on retrouve cette dimension avec un impact financier important. Première chose, il faut que l'événement soit extérieur aux parties, deuxième chose, qu'il soit imprévisible, et troisième chose, et c'est là que le bas blesse en ce moment, il faut que l'événement bouleverse temporairement l'équilibre du contrat. Alors, le bouleversement de l'équilibre du contrat, pour nous, en public, ça évoque plusieurs taux qu'on a en tête. Donc, globalement, on pense que dans le cadre de l'imprévision, on est plutôt autour d'une augmentation de plus de 8% du montant initial du contrat. Autrement dit, concrètement, quand on est dans un marché public de travaux, il faut que l'entreprise, pour être indemnisée de tous les surcoûts qui sont liés à la reprise des travaux en mode Covid, il faut qu'elle démontre que toutes ces surcoûts entraînent une augmentation de au moins 8%, de plus de 8% du marché, du montant du marché initial. Et c'est très difficile dans certains. Alors, il y a certains marchés pour lesquels c'est pas trop problématique, mais je rencontre avec mes clients plusieurs difficultés pour les gros marchés, et notamment des marchés qui étaient sur le point de commencer, par exemple de conception, exécution. Là, on est sur des marchés à 60 millions d'euros. Plusieurs le compte, les masques, tout ça, on n'arrive pas à nos 8% aujourd'hui. Pour autant, il faut évidemment pas réduire ça aux masques. Il y a énormément de conséquences sur les chantiers concrètement. Il y a des pertes de productivité. Très clairement, aujourd'hui, une personne sur un chantier passe du temps à respecter les mesures sanitaires, c'est du temps de travail en moins. Et la difficulté que l'on rencontre, c'est indépendamment du fait qu'il faut dépasser ce seuil aujourd'hui, en tout cas, la jurisprudence est comme ça, peut-être qu'elle sera différente quand elle se penchera sur le Covid. Il y a ça, et puis il y a toujours la même problématique de la preuve. Comment on prouve une perte de productivité ? Ça, c'est la première chose. Et seconde chose, dans les gros postes sur lesquels on a des problématiques d'indemnisation,
c'est le fait que ces entreprises qui font appel à des sous-traitants expliquent que quand elles ont signé leur contrat en 2019, elles estimaient que les marchés de leurs sous-traitants leur coûteraient 100, par exemple, et qu'aujourd'hui, elles estiment que ça va leur coûter 130. Et qui paye la différence? Eh bien, c'est là qu'on fait jouer, en tout cas, nous, c'est comme ça en public qu'on fait jouer l'imprévision. Alors, bien sûr, comme on a pris aussi un mauvais pli en public qui est de faire des contrats de plus en plus importants à l'anglo-saxonne avec beaucoup de cas, là, comme l'ordonnance ne prévoit rien et ne prime pas sur le contrat, il est possible que le contrat prévoie des cas d'indemnisation en cas d'imprévision. Donc évidemment, il faudra être vigilant sur le contrat. Mais nous, ce qui nous bloque là actuellement, c'est à la fois ce seuil et la preuve. Très bien. Merci Sophie. Alors, on a vu la question de la force majeure et de l'imprévision, Nicolas. Il y a sans doute aussi d'autres outils dans la boîte à outils, et notamment lorsque les parties souhaitent se rencontrer, parce que ça paraît quand même la chose la plus naturelle lorsqu'on est en contrat et que on est face à un problème comme celui de la crise sanitaire. On suppose que le premier pas, le plus évident, c'est quand même de tenter une renégociation du contrat. Oui, tout à fait. C'est effectivement un point qui est important et on peut songer à ça. En réalité, la renégociation du contrat, oui, mais on peut se demander s'il s'agit d'un outil au même titre que les autres. S'il ne s'agit pas plutôt d'une utilisation de la liberté contractuelle, mais matinée de force obligatoire. C'est-à-dire que le contrat existe, il est obligatoire. C'est l'ancien article 1134 du Code civil. Et qui a été codifié à l'article aujourd'hui 1103, ce qui est dit est dû, mais les parties ont tout à fait la liberté ensuite de revenir sur ce qu'elles ont dit et de conclure un avenant au contrat, de renégocier. Mais là où c'est important de garder en tête, c'est qu'il n'y a aucune obligation. Ce qui est dit est dû, c'est la force obligatoire, et ce qui est dit est dû tel que c'est dit. Et on peut en obtenir l'exécution forcée. Rien n'oblige le créancier à accepter, 1, de renégocier sous réserve de ce qu'on verra, 2, d'aboutir à un résultat, Exemple, qui ne concerne pas le droit français, mais qui concerne des contrats d'affaires, LVMH ne veut plus des circonstances nouvelles et Tiffany dit que si, parce que ce qui est dit est dû et que la négociation n'est pas un droit pour le débiteur. Ça n'est pas une arme contractuelle que le débiteur pourrait brandir au même titre que la force majeure, que l'imprévision, que les délais qui lui sont laissés. Et là, quitte à rappeler une évidence, la pratique contractuelle est parfois un peu différente, un peu en décalage par rapport à cette règle. Une partie ne peut pas modifier unilatéralement ce à quoi elle s'est engagée et qui a été accepté. Et il arrive parfois que le débiteur dise « bon ben voilà, j'arrive pas à exécuter ça, je vous propose ça en échange ». Oui, mais c'est une discussion. Rien n'impose au créancier d'accepter, particulièrement dans les contrats d'affaires où on peut se tenir à la lettre de ce qui a été prévu. Exemple éclairant, un arrêt de la Cour d'appel de Paris dont on a l'impression qu'il a été rédigé pour nous, 28 janvier 2009. Une partie à un contrat ne peut pas modifier unilatéralement les conditions contractuelles initiales, serait-ce au motif d'un changement dans les circonstances économiques. On ne peut pas modifier, même s'il y a un changement de circonstances. C'est bilatéral. Ceci étant dit, les parties peuvent sans difficulté, si elles en sont toutes d'accord, revenir sur leurs échanges, discuter de nouveau, soit ça aboutit, dans ce cas-là, c'est en vue d'un avenant au contrat, soit ça n'aboutit pas, et dans ce cas-là, il y avait une simple obligation de moyens. Bien sûr, même chose si le contrat lui-même contenait une sorte de cheval de Troie dès le départ, contenait une clause qui permettait la modification du contrat. Soit une modification par une adaptation automatique, soit une clause qui autorisait le débiteur à fournir une prestation ou son équivalent, et dans le même ordre d'idées, une clause qui imposerait la renégociation. Rien n'est impossible, au contraire, il peut y avoir parfois des clauses qui imposent la renégociation, la discussion en cas de force majeure, par exemple, ce qui n'est pas dans le régime majeur. Même ordre d'idée, la négociation est en principe facultatif, sauf hypothèse très particulière rappelée tout à l'heure par Grégory Mouy, ce sont les arrêts Huard, Chevassus en matière de distribution, mais la négociation devient obligatoire si une clause du contrat prévoit d'y recourir. Facultative pour la négociation, d'accord, sauf à mobiliser, comme l'a fait tout à l'heure Grégory Mouy, la bonne foi.
la loyauté contractuelle. Certains estiment que la crise sanitaire va jouer comme un catalyseur et va renforcer l'exigence de loyauté contractuelle, que la bonne foi, en raison des circonstances, pourrait imposer une obligation générale de renégocier. Cette bonne foi, on en a aujourd'hui, on l'a en principe directeur du droit des contrats, c'est l'article 1104 du Code civil. Elle est due au moment de la négociation, de la formation et de l'exécution des contrats. Et, précise l'alinéa 2 du texte, elle est impérative. Elle est d'ordre. Est-ce que le juge n'en déduira pas ici, dans certaines circonstances plus larges que pour la Réhuard et Chevassus, qui, encore une fois, étaient pas des têtes d'épingle, mais des hypothèses très particulières du contentieux contractuel? Est-ce que le juge ici ne va pas déduire de ce texte une application de la bonne foi donnée au principe directeur toute son ampleur? Ça n'est pas du tout impossible, mais on pourrait trouver des arguments. Exemple, tribunal judiciaire de Paris, 10 juillet 2020. C'était à propos d'un bail commercial. Le preneur avait été touché par la crise et il avait tenté d'obtenir des aménagements du contrat. De cette décision, on peut estimer deux choses. Déjà, et c'est très important, que dans tous les cas, il n'y a jamais qu'une obligation de moyens. Il n'y a pas d'obligation de résultat dans la négociation. Mais en revanche, cette décision de justice, ce jugement, nous dit que selon l'article 1134 devenu 1104 du Code civil, les contrats doivent être exécutés de bonne foi. Ce dont il résulte que les parties sont tenues, en cas de circonstances exceptionnelles, de vérifier si ces circonstances ne rendent pas nécessaire une adaptation des modalités d'exécution. Donc la bonne foi imposerait de renégocier. Mais en revanche, la bonne foi ne permet pas au débiteur d'exiger un résultat à la négociation. Il y a une simple obligation de moyens. Voilà. Alors, je vais peut-être condenser les outils suivants en un. Valérie, qu'est-ce que... Alors, on a quand même encore un quart d'heure. Donc, je pense que tu peux, mais effectivement, tu condenses un peu, si c'est possible. Mais, tout à fait. Voilà. Alors, je vais faire très vite pour ce qui reste, puisque on en est à 26 minutes au lieu des 25. Donc en 2 minutes pour le reste. On peut aussi aménager des délais. Alors on peut parler des ordonnances délais, mais on n'y reviendra pas, c'est du passé contractuel d'une certaine manière, sauf à observer qu'avec la nouvelle loi d'urgence sanitaire, il n'est pas du tout interdit au pouvoir exécutif d'édicter de nouvelles ordonnances délais, comme on a connu, en adaptant. Et les délais peuvent aussi résulter... C'est l'ancien article 1244-1, les délais de grâce, devenu 1343-5. Le juge peut accorder des délais de grâce au débiteur. La suspension du contrat, très rapidement, est-ce que le contrat peut être suspendu par l'effet de la crise? Le principe, c'est non. Absence de suspension des obligations contractuelles. La crise ne permet pas de suspendre l'exigibilité. Par exception, néanmoins, le contrat pourrait être suspendu. Quand ça? D'abord, accord des parties. Si les parties sont d'accord, le contrat, les obligations peuvent être suspendues. Même chose si un cas de force majeure a été prouvé et que l'empêchement est temporaire. On en a parlé tout à l'heure, empêchement temporaire égale suspension des obligations. Même chose encore dans l'exception d'inexécution dont on dira un mot. Simplement, s'il n'y a pas ces circonstances, il n'y a pas de suspension des obligations. Même décision, tribunal judiciaire de Paris, 10 juillet 2020, le juge, dans cette hypothèse, a refusé de faire droit à des demandes d'étalement de suspension des loyers commerciaux. Les loyers commerciaux sont dus dans un bail commercial. Pas de suspension, c'est le principe. L'exception d'inexécution, Grégory en a parlé tout à l'heure, on peut songer à mobiliser l'exception d'inexécution, soit lorsque l'inexécution est avérée, déjà réalisée, soit, et c'est une innovation de la réforme, quand l'inexécution du cocontractant est probable et va arriver. Dans cette hypothèse, on peut anticiper en disant « vous n'allez pas exécuter, exception d'inexécution par anticipation ». Ce sont les articles 1219 et 1220 du Code civil. On aurait ici une possibilité d'utilisation de ces outils. En 30 secondes, les deux derniers outils. D'abord, la procédure de sauvegarde. On peut utiliser la procédure de sauvegarde avec la jurisprudence Cœur Défense. Alors, à quoi ça fait référence? Chambre commerciale, 8 mars 2011. Si la société débitrice justifie de difficultés qu'elle n'est pas en mesure de surmonter, qui sont de nature à la conduire à la cessation des paiements, l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ne peut pas lui être refusée.
On a compris cet arrêt et interprété cet arrêt comme tel. Il en résulte qu'une entreprise peut tout à fait mobiliser la procédure de sauvegarde, le gel de la situation, donc de l'exigibilité au jour de jugement d'ouverture, dans le cadre de la crise sanitaire, pourvu simplement que sans être en cessation des paiements, elle justifie difficulté qu'elle ne peut pas surmonter. Une entreprise qui serait face à un contrat qu'elle ne peut pas exécuter et qui ne trouverait pas ces outils dans le droit commun des contrats, pourrait tout à fait bien être, c'est un pari, parce que se placer sous sauvegarde, c'est quand même pas neutre en termes de communication d'entreprise, mais elle pourrait utiliser cet outil. Et le juge, c'est la jurisprudence Cœur Défense, ne pourrait pas lui refuser l'ouverture d'une procédure de sauvegarde si les difficultés sont prouvées, sont des difficultés insurmontables. Et le dernier outil, c'est la caducité, mais je ne vais pas y revenir, sauf tout à l'heure peut-être dans les questions, puisque Grégory Mouille en a déjà parlé. Je m'arrête ici. Avec l'autorisation de Valérie Morales tout à l'heure, j'ai dépassé de quelques minutes, mais je me permets qu'on avait un tout petit peu échangé sur ce point. Je m'arrête, j'ai terminé. Non, c'était très très clair, merci Nicolas. Alors, moi j'ai souhaité intervenir sur un outil un peu à part, qui est le contrat d'assurance perte d'exploitation, pour essayer de voir quel est le rôle des tribunaux de commerce dans le cadre de cette crise sanitaire, et notamment dans la mobilisation des garanties perte d'exploitation. Alors, parce que quand l'activité des entreprises est paralysée, parce que notamment les locaux ont été fermés, le commerçant a tout intérêt à faire jouer son assurance perte d'exploitation, s'il en a une naturellement, pour rétablir une partie de son équilibre financier. Et on a vu effectivement un rôle vraiment très actif des tribunaux de commerce sur le sujet, et qui a permis de préserver les droits des chefs d'entreprise pendant le confinement. Et encore aujourd'hui, c'est un vrai sujet qui défraye la chronique. Alors, qui est concerné? On a beaucoup parlé du cas assez médiatisé des restaurateurs, mais en réalité, tous les secteurs de la vie économique sont concernés dès lors qu'ils ont été fermés pendant le confinement ou qui continuent de l'être. Et tout professionnel étant assuré peut donc disposer d'une garantie police qui préserve ses pertes d'exploitation. Donc c'est une question qu'il faut aller regarder au titre de l'audit de la police d'assurance de chaque entreprise. Alors, nous avons un certain nombre d'assureurs qui ont, lorsque la crise a débuté, ils ont joué le jeu, c'est-à-dire que lorsque les assurés ont mobilisé leur garantie de perte d'exploitation, il n'y a pas eu de souci, ils ont appliqué les garanties, ils ont indemnisé les assurés, mais très vite, un certain nombre d'assureurs, et au premier rang de ces assureurs figure notamment AXA, dont on va beaucoup parler, un certain nombre d'assureurs ont pris peur, compte tenu notamment de l'ampleur de la crise et du coût qui était totalement imprévu, donc ils ont résisté. Ils ont résisté et ils ont refusé à ces commerçants, et principalement à des restaurateurs, parce qu'on a beaucoup entendu parler des restaurateurs, l'application de ces garanties. D'où la saisine en urgence des tribunaux de commerce, et notamment en période de confinement, puisque ça devenait un vrai enjeu vital pour les entreprises d'obtenir une indemnisation de leur perte de marge brute au moment où ils n'avaient plus de trésorerie. Alors, naturellement, ils se sont tournés vers les juges des référés et ont engagé des procédures de référé-provision, souvent avec des expertises. Alors, nous avons voulu, dans le cadre de cet atelier, faire un point sur les sujets qui avaient été évoqués et les questions auxquelles ont été confrontés les tribunaux de commerce sur cette question-là. Et la première question, en fait, on a identifié deux questions. La première question qui a été posée aux tribunaux, ça a été de savoir si la fermeture administrative ordonnée pour cause de Covid permettait effectivement de mobiliser la garantie perte d'exploitation. Alors, le premier cas qui a été tranché et qui est assez médiatisé, c'est le cas de M. Stéphane Manigold, qui a donné lieu à une ordonnance de référé d'erreur du 22 mai 2020 du juge de Paris, donc dans une affaire Maison Rostand contre AXA.
et qui a donc eu pour objectif d'obtenir un référé provision, une provision, ainsi que la désignation d'un expert pour évaluer sa perte de marge brute. Alors, dans cette hypothèse, l'assureur venait refuser sa garantie au motif qu'il ne pouvait pas assurer le sinistre pandémique. C'était un sinistre qui en soi n'était pas assurable. Deuxième moyen qui était opposé par cet assureur, il venait dire que la fermeture administrative en elle-même ne pouvait pas être garantie et qu'il devait y avoir un risque préalable, un incendie ou une intoxication dans l'établissement qui amène à la fermeture, et donc une fermeture ordonnée de manière générale par les autorités ne pouvait pas être un cas d'ouverture de la garantie. Et troisième moyen qui était opposé par cet assureur, il reprochait au restaurateur de ne pas avoir modulé son activité en vente à emporter. Alors, dans cette décision, le juge des référés a écarté totalement les moyens de l'assureur et a estimé trois choses. Il a considéré, première chose, qu'aucune disposition légale d'ordre public n'interdisait de couvrir un risque pandémique. D'ailleurs, il y a effectivement des polices d'assurance qui couvrent spontanément le risque pandémique et l'épidémie, on va en parler tout à l'heure. Et donc, le juge des référés a dit, si ça n'est pas exclu dans la loi ni dans la police d'assurance, c'est donc couvert. Deuxième affirmation, et elle est importante, le juge des référés a dit, je m'en tiens aux clauses du contrat. Si vous avez un cas de fermeture administrative qui est bien l'un des risques qui est couvert dans la police, eh bien, vous devez effectivement couvrir. Et troisième point énoncé par le juge des référés, la modulation de l'activité n'aurait pas supprimé l'interdiction de recevoir du public, qui est un point fondamental pour un restaurant traditionnel. Et c'est donc dans ces conditions qu'il a ordonné une provision ainsi qu'une expertise financière. Alors, cette affaire, elle est importante parce qu'il y a effectivement eu un appel de l'assureur à la suite de cette ordonnance, puis une transaction. Mais ce qui nous intéresse ici, dans le cadre de cet atelier, c'est qu'on a vraiment assisté à un cas emblématique, parce que ce cas emblématique où on a vu un restaurateur, un petit restaurant, si on peut dire, s'opposer à une multinationale de l'assurance et finalement résister à la farouche opposition qui lui était opposée par un assureur, ça a donné lieu à une forte médiatisation, et cette médiatisation, elle a été ensuite un levier de négociation de masse. Pourquoi? Parce qu'à partir de cette affaire, AXA a, afin de préserver ses coûts judiciaires et le coût de ce risque endémique, a décidé de proposer aux 1700 signataires d'un contrat identique une transaction identique à celle de M. Manigold. Et donc, on a assisté à une négociation d'envergure pendant tout l'été 2020, au terme de laquelle, eh bien, AXA a proposé une transaction à tous ces assurés, en échange, bien sûr, de l'engagement de leur part de ne pas aller en justice pour réclamer plus, et puis aussi en échange de l'engagement de ne pas réactiver la garantie dans l'hypothèse d'une deuxième vague. Donc, cette première affaire, qui est assez symbolique et assez emblématique, elle s'est finie par, on va dire, une négociation de masse qui a eu valeur d'exemple et qui nous montre que dans cette hypothèse, le tribunal de commerce de Paris a eu un effet de levier au départ pour permettre une négociation et résoudre le litige de M. Manigold et d'AXA, mais également plus d'1 millier de litiges en germe entre AXA et les autres restaurateurs qui avaient un contrat identique. Alors,
Le deuxième point sur lequel je trouvais intéressant d'intervenir également par rapport au rôle des tribunaux de commerce dans cette problématique de la garantie perte d'exploitation, c'est la deuxième question sur laquelle les tribunaux de commerce ont eu à se pencher et ont encore à se pencher actuellement parce que c'est encore un sujet d'actualité, c'est la question de la validité des clauses d'exclusion. Et là, on parle encore d'un contrat d'assurance qui est proposé par AXA, qui est un contrat garanti de perte d'exploitation. Et dans ce contrat, eh bien, il est indiqué qu'AXA couvrira les pertes d'exploitation de ses assurés à deux conditions qui sont cumulatives. Il est dit que le restaurateur ou l'assuré qui subit une perte d'exploitation peut solliciter la couverture en cas de fermeture administrative. Et la deuxième condition, c'est que la décision de fermeture doit être la conséquence d'une maladie contagieuse. Donc, les deux conditions que l'on voit au contrat d'assurance paraissaient effectivement réunies pour la plupart des assurés. Et la difficulté, c'est que dans le même contrat figure une clause d'exclusion qui prévoit que les pertes d'exploitation ne sont pas garanties, ne sont pas couvertes, si un autre établissement, quelle que soit sa nature et quelle que soit son activité, fait l'objet d'une fermeture administrative pour une cause identique dans le même département. Donc en réalité, on vient nous dire que c'est couvert si on doit subir une fermeture administrative pour cause d'épidémie, mais d'un autre côté, si l'épidémie touche deux personnes, deux établissements dans le même département, ça n'est plus couvert. Donc la question, évidemment, devant une telle contradiction ou une telle bizarrerie, c'était de savoir si est-ce qu'on peut à la fois dire qu'on indemnise en cas d'épidémie et exclure la garantie s'il y a plus d'un établissement touché dans un département. Les restaurateurs sont venus dire, évidemment, c'est une hérésie parce que, par nature, une épidémie, c'est une maladie contagieuse qui atteint en même temps et dans une région donnée un grand nombre d'individus. Donc, AXA ne peut pas m'opposer que je devrais être le seul établissement du département à être affecté par une épidémie pour pouvoir être couvert. AXA a inclus une clause d'exclusion qui vide littéralement la garantie de toute substance en réalité. Et les restaurateurs ont fait valoir le caractère donc illicite de ce type de clause au visa de l'article 1170 du Code civil dont parlait tout à l'heure le professeur Bala. Ce à quoi l'assureur a répondu, c'est tout à fait faux. Parce que, en réalité, cette clause d'exclusion est valable. Elle est valable parce qu'elle ne fait que limiter ma garantie, elle ne la supprime pas. AXA est venu dire une épidémie peut tout à fait affecter un groupe limité d'individus et entraîner la fermeture d'un seul établissement dans une région. Et AXA est venu dire aussi, sur un plan formel, cette exclusion, elle est valide puisqu'elle respecte les conditions imposées par le Code des assurances, et particulièrement l'article L113.1, pour admettre les clauses d'exclusion. C'est-à-dire qu'elle est formelle, elle est limitée et elle est tout à fait apparente. Donc, quelles ont été les premières réponses des juges? Les juges des référés ont, dans un premier temps, été saisis. Ils ont été saisis pendant l'été, en juillet-août. Et la majorité des juges a dit, face à une contradiction d'interprétation du contrat, je ne peux pas me prononcer, moi, juge des référés. Donc, je renvoie vers le juge du fond. Et la plupart des juges des référés ont fait un usage de la passerelle vers les juges du fond, de manière à ce que les affaires vont être traitées rapidement. Lorsque les juges du fond ont été saisis, en revanche, et la plupart l'ont été à bref délai, eh bien, on a constaté évidemment une majorité de juges qui ont statué en faveur des restaurateurs. Dans un premier temps, on a deux jugements
qui ont été rendus, l'un à Toulouse le 18 août et l'autre à Bourg-en-Bresse le 24 août, pour considérer que la clause d'exclusion ne vidait pas le contrat de sa substance, mais elle avait pour rôle uniquement de la limiter. Et en plus, elle figurait en caractère très apparent, donc elle était opposable aux assurés. Et donc, ils ont considéré, ces deux juges, que c'était des clauses tout à fait valables. En revanche, la majorité des tribunaux de commerce qui ont statué sur le sujet, et particulièrement 5 jugements de Paris qui ont été rendus le 17 septembre, ont invalidé cette clause en considérant qu'elle rendait la garantie inopérante. Ils ont rappelé qu'on était dans un contrat d'adhésion, que le contrat d'adhésion avait été en l'espèce rédigé par le seul assureur et qu'il fallait reprendre l'équilibre de ce contrat et voir que AXA avait choisi clairement d'assurer la perte d'exploitation suite à la fermeture en cas d'épidémie. Donc son souhait étant de garantir, par définition, elle ne pouvait pas considérer que l'épidémie ne serait garantie que si elle ne touchait qu'un seul établissement sur le territoire. Donc, on est dans une situation où on a une forme de litige de masse qui a vu le jour, lié notamment à la question de la mobilisation des garanties de perte d'exploitation. Et ce qui est intéressant de relever en l'espèce, c'est 3 choses. La première chose, c'est qu'on a vraiment constaté une réactivité des tribunaux de commerce partout en France. Paris, bien sûr, mais également les tribunaux en province et notamment les juges des référés qui ont pu être saisis même en période de confinement et ensuite des procédures rapides, donc à bref délai, où les magistrats ont été très attentifs au contenu des contrats d'assurance et les ont appliqués. Deuxième chose, on est vraiment dans une forme d'action de groupe qui a vu le jour et il y a une véritable médiatisation de ces affaires et on voit que cette décision de justice du mois de mai, du 22 mai, rendue par le juge des référés de Paris, a eu pour vertu finalement de contraindre un assureur multinational de l'assurance à proposer une négociation d'envergure à tous ces assurés signataires du même contrat, alors que pendant 3 mois, elle s'y était refusée. Et donc, finalement, le juge consulaire a eu un véritable effet de levier sur la position ferme qui était jusqu'ici celle de l'assureur pour finalement l'amener à proposer une négociation de masse. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce type de négociation et ce type de résultat est propre aux tribunaux de commerce? Est-ce qu'on a pu constater aussi un recours massif à la médiation, notamment devant les tribunaux judiciaires, pour écluser les dossiers, pour justement permettre de vider les contentieux? Et est-ce qu'on a une efficacité aussi importante de la justice civile en période de confinement ou post-confinement? Et donc, à ce sujet, je donne la parole à Edwige pour nous éclairer sur la question des modes alternatifs de règlement des litiges, notamment devant les tribunaux judiciaires. Merci beaucoup Valérie. Alors je vais profiter de cette illustration que tu nous as donnée en matière de référé perte d'exploitation pour dire à quel point c'est une illustration intéressante de la combinaison des outils amiables et contentieux, les deux, qui donc participent de cette offre plurielle de justice et qui a permis, et tu nous l'as expliqué très clairement, qui a permis d'aboutir à une solution maîtrisée, co-construite par les parties, dans une situation où l'urgence était caractérisée, effectivement, et on va le voir un petit peu plus tard, le juge des référés commercial a été très réactif, les référés faisant quand même partie des contentieux essentiels,
au moment de la crise, et que donc il y avait besoin de trouver une solution adaptée aux problématiques des restaurateurs. Donc de son côté, AXA, et tu l'as dit, c'est une négociation qui a été poussée, mais on est arrivé à un accord certes en poussant, en faisant pression, mais pour AXA, il y avait un intérêt véritable face à la multiplicité des contrats, des mêmes de ce type. Je crois que tu nous avais dit 1700 ou quelque chose comme ça. Donc, elle avait un intérêt à maîtriser le coût de l'indemnisation et surtout à éviter un raz-de-marée judiciaire et un aléa, puisqu'il y a toujours cette question, et encore plus maintenant, un aléa judiciaire important. Donc, on voit vraiment dans ce cas que l'accord auquel les parties sont arrivées, on espère qu'il va tenir, a apporté une réponse concrète dans un environnement, et c'est très important, j'insiste sur ce point, dans un environnement confidentiel, dans un cadre temporel et financier maîtrisé par les parties. Parce que tu nous disais, oui, ils ont conclu les mêmes accords, ça j'en sais rien, mais je sais en tout cas, ce qui est certain, que l'intérêt aussi pour AXA, c'était de le faire dans un cadre confidentiel. Donc cette crise sanitaire, et moi je vais le dire, on en a beaucoup parlé à l'ACE, on en avait beaucoup parlé, l'arrêt du fonctionnement normal des juridictions pendant plusieurs mois a permis de remettre en lumière les modes amiables comme un outil de résolution rapide et adapté à des coûts maîtrisés, en essayant d'éviter l'aléa judiciaire et puis les délais du judiciaire pas forcément adaptés aux priorités de l'entreprise et aux problèmes économiques rencontrés par les entreprises. Je voudrais souligner quand même la prise de position très claire de la présidente du CNB pendant la crise en avril, qui avait indiqué que le recours à la médiation était une voie, donc en matière de médiation, on verra quelles sont les autres mardes, est une voie impérative pour apporter des réponses compatibles avec le double objectif d'urgence et d'efficacité. Urgence, efficacité, ce sont des notions qu'on a retrouvées qui sont posées de manière très cruciale pendant la crise, comment trouver rapidement des solutions adaptées. Alors, je présenterai cet exposé en quatre points. On va voir rapidement dans ce contexte où l'accès au juge a été rendu plus difficile, et alors que on l'a vu, Nicolas et Grégory nous l'ont rappelé, les difficultés d'exécution contractuelle se sont multipliées. On a vu que le droit n'apportait pas forcément une réponse efficace aux problématiques des entreprises. Et puis on verra, parce que ça a été très très important, on l'a vu beaucoup sur les réseaux, il y a eu beaucoup de notes, d'articles qui sont sortis, beaucoup de webinaires. On verra qu'il y a eu beaucoup d'incitations et d'initiatives pour encourager le recours aux MARD. Alors, je ne vous ai pas discuté les modes amiables et alternatifs de règlement des différends. J'utiliserai ce mot MARD parce que c'est plus rapide et plus simple. Et donc, ces initiatives et incitations étaient nombreuses, et notamment du fait de la souplesse apportée par la mise en œuvre des modes amiables à distance. Et puis, dans un troisième point, j'évoquerai les 4 principaux outils amiables prévus par le Code de procédure civile. Donc, on est dans un arsenal juridique mis à la disposition des justiciables et bien entendu de leurs avocats qui les font marcher. Et je terminerai ce propos rapidement sur l'intérêt de prévoir une mécanique contractuelle de règlement amiable des différends pour leur donner une pleine efficacité.
donc, on a dit justice à l'arrêt en mars, on connaît tous les ordonnances, réponse judiciaire inadaptée, sauf dans certains cas, oui, absolument Valérie. Le rapport d'étape de la Commission des lois du Sénat décrivait une justice civile à l'arrêt, notamment à cause de quoi? Du fait de l'inadéquation du télétravail des greffiers, pour l'accomplissement d'un très grand nombre de tâches et une dématérialisation inaboutie des procédures. Alors, il y a bien eu des audiences en visioconférence, surtout devant le tribunal de commerce, beaucoup moins devant les tribunaux judiciaires. Donc, ces visioconférences qui ont existé sont cependant restées résiduelles. Et puis le 20 mai 2020, l'ordonnance du 20 mai donc réorganise la reprise de l'activité juridictionnelle en période de déconfinement, dont beaucoup ont écrit qu'elle était en mode et vécu qu'elle était en mode dégradé. L'une des principales dispositions, vous vous en souviendrez, parce que pour les avocats qui font du contentieux, eh bien on a été interrogé là-dessus, c'est la mise en œuvre de la procédure sans audience. Et si on n'acceptait pas, eh bien on se retrouvait avec des audiencements très tardifs. Moi, j'ai des audiencements jusqu'en 2023, notamment en presse. Donc, on a eu un allongement. Déjà, une justice qui était déjà longue, qui avait pris du retard, qui avait été touchée, rappelez-vous, par la crise des Gilets jaunes, par la grève des avocats à Pontoise, moi qui ai pas mal d'affaires devant le tribunal de commerce de Pontoise, ça ne marchait plus, ça ne fonctionnait plus. Là, on parle vraiment du tribunal de commerce. Et donc, selon les estimations les plus optimistes, il faudra au minimum 1 an pour que les juridictions, avec les procédures sans audience, pour que les juridictions parviennent à apurer le stock des dossiers en attente. Et c'est sans compter les petites surprises que l'on a chaque jour. J'ai discuté avec une consoeur il y a 2 jours qui me disait que devant la Cour d'appel de Paris, elle avait reçu la veille d'une audience un message RPVA lui indiquant que son audience était reportée à 4 mois de plaidoirie parce que il n'y avait pas suffisamment de magistrats. Covid peut-être, peut-être là. On n'est pas à l'abri de nouvelles surprises. Et puis là, avec les annonces d'hier, on se retrouve à nouveau dans un état d'incertitude. Donc, il apparaît très clairement que le contentieux n'est pas forcément le moyen, l'option la plus adaptée et à privilégier pour régler des différends commerciaux qui sont issus de cette crise économique. Et donc, c'est très important parce que on est dans un cas où il faut trouver des solutions rapides. On anticipe une vague de contentieux très importante, bien entendu de procédures collectives et des milliers de plans sociaux. Et il faut donc pouvoir trouver dans cette situation d'insécurité juridique et d'inadaptation dans certains cas par rapport à la situation très concrète du droit, où il est devenu très difficile d'anticiper le sens des décisions, eh bien, peut-être de s'accrocher, peut-être de se tourner vers ces modes amiables que nous avons à notre disposition pour éviter, par ailleurs, qu'il y ait aussi un trop gros décalage dans le temps des décisions et par rapport aux situations qui sont posées. Alors, quels sont ces problèmes posés en pratique par la crise et rencontrés par les entreprises? On l'a vu très clairement dans les chaînes contractuelles, les problèmes d'inexécution contractuelle qui ne sont pas dus forcément à un problème inhérent au contrat, mais extérieur, et de tension de trésorerie. Ça, c'est le très gros problème soulevé dans le cas de cette crise, les tensions de trésorerie des entreprises qui mène un certain nombre d'entreprises dans une impasse économique. Et je voudrais simplement faire un tout petit focus sur le baromètre du médiateur public des entreprises, je dis bien médiateur public des entreprises, parce qu'il a permis vraiment d'être un étalon intéressant de la situation des entreprises pendant la crise. Entre le 16 mars et le 16 juin 2020, il a reçu
il a reçu plus de 5000 sollicitations et demandes, on en parlait avec Sophie, et demandes de médiation. Son activité a été multipliée par 10 au plus fort de la crise. Pourquoi? Parce que les entreprises, dans le cadre de la chaîne et des comment dirais-je, relations verticales, étaient perdues et donc ont beaucoup fait appel, notamment pour essayer de trouver des problèmes de solution à leurs problèmes de trésorerie. Ce dernier intervient beaucoup, on le voit en ce moment, et nous rappelait que près du quart des faillites des entreprises sont causées par ces problèmes de trésorerie dus à des retards de paiement, puisque beaucoup d'entreprises ont décidé effectivement de suspendre, on l'a vu, les paiements des prestations. Donc, face à ça, les entreprises comme les observateurs du monde des affaires s'accordent sur la nécessaire préservation des relations commerciales, parce que tout le monde ne peut pas tomber, on ne peut pas se retrouver dans une espèce de château de cartes où la situation économique devient critique. Et il faut quand même rappeler que les entreprises sont d'abord des partenaires commerciaux, c'est important, elles travaillent ensemble, et que ces difficultés sont dues pour la plupart, à des événements extérieurs et qui ont, le terme a été utilisé à de nombreuses reprises, qui ont amené les entreprises à s'asseoir, les co-contractants, les partenaires commerciaux, à s'asseoir ensemble dans le cadre d'un développement d'une véritable solidarité des affaires. Et donc, cette crise, elle est là aussi pour nous permettre de voir les problèmes des entreprises un peu différemment pour trouver d'autres manières. On a vu, on peut les forcer, notamment par la négo, mais d'autres manières de résoudre ces problèmes quand le droit ne peut pas répondre immédiatement. Madame Arens, première présidente de la Cour de cassation, a dit que les modes amiables devaient devenir la règle et le recours au juge l'alternative. Elle n'a pas eu peur de l'indiquer. Alors, quelles ont été les incitations et les initiatives? On l'a vu, les barreaux ont été très actifs. Alors, pour ceux que je connais, barreau de Paris, barreau de Nanterre, ont communiqué auprès de l'ensemble des avocats sur la nécessité de s'emparer de toutes les opportunités qu'offrent les mardes et se familiariser avec les outils numériques mis à leur disposition. Les tribunaux, notamment le président Noël pour le tribunal judiciaire de Paris, s'est dit déterminé à soutenir le développement des mardes, rappelant que cette approche de l'amiable s'inscrit dans une appréhension différente. Vous voyez, on est véritablement dans autre chose, une appréhension différente du litige et une vision différente de l'office du juge. Le juge en dernier recours, l'ordonnance de novembre 2016 nous y conduisait, vraiment le juge en dernier recours. Pareil pour le président du tribunal de commerce de Paris, qui a insisté pour que l'amiable se développe, et la cour d'appel, puisque le président Hayat a proposé la médiation comme une des solutions à la reprise de l'activité des juridictions. Alors, après ces incitations, de nombreuses initiatives ont été prises, et notamment, je l'ai évoqué tout à l'heure, un truc qui a bien marché et qui a permis de ne pas interrompre, notamment déjà les modes amiables en cours et les médiations, la résolution amiable en ligne s'est considérablement développée. Ça a été un des grands points forts de cette crise. La souplesse de l'amiable a permis vraiment une continuité et une réponse immédiate grâce à ces plateformes en ligne. Le CMAP a été très actif, le barreau de Paris aussi a beaucoup communiqué en matière de conciliation. Paris place de droit avec le tribunal de commerce de Paris et le cercle Montesquieu et l'ASIE a créé cette plateforme de tierce conciliation.
justement, qui n'est pas censé perdurer, qui n'a pas vocation à perdurer, mais pour répondre aux problématiques précises et aux difficultés générées par les effets de la Covid-19 afin de permettre aux entreprises de soumettre leurs litiges en ligne à des tiers conciliateurs. Donc, ce dispositif s'est mis en place très rapidement, ce dispositif extrajudiciaire d'urgence s'est mis en place très rapidement. Et puis, autre point important, dans les initiatives privées, on a vu des cabinets d'avocats comme Norton Rose qui a mis en place une plateforme Covid Resolve pour répondre aux problématiques liées directement à cette crise. Alors, oui, donc les modes amiables, mais lesquels? Parce qu'il y en a plusieurs. On l'a vu, le mode amiable de la négociation, directe, mais il y en a d'autres qui sont prévus par le Code de procédure civile. Il y en a 4 autres. Et ces modes amiables sont là, sont des instruments, je vous l'indiquais, donc de restauration du dialogue dans des situations où il faut prendre des décisions rapides. En général, les solutions sont prises dans des délais qui sont des délais bien plus rapides que les délais du contentieux, qui privilégient le dialogue par rapport à l'affrontement. Donc, on est dans une approche coopérative du différend, du conflit, et qui font primer la nécessité pour chacune des parties de comprendre les intérêts et les besoins des entreprises. On a eu nombre de directeurs juridiques de grosses entreprises qui se sont prononcés, qui ont mis en place véritablement ces modes amiables pendant la crise. Alors, ces MARD intègrent, certains d'entre vous connaissent cette notion de négociation raisonnée, et notamment la procédure participative qui a eu un coup, qui a été mis sous les projecteurs, qui a eu un gros coup de projecteur pendant le mois au printemps. Elle existe cependant depuis 2010, donc depuis 10 ans. Elle est très peu utilisée et elle a été vraiment... il y a eu un appel, notamment le président du tribunal judiciaire de Paris a invité les avocats à utiliser cette procédure, donc cette convention de procédure participative qui permet aux parties de rechercher un ensemble avec leurs avocats, un accord partiel ou global dans le cadre d'une procédure judiciaire écourtée. Donc, cette procédure participative que vous retrouvez aux articles 1543 et 2062 du Code de procédure civile se fait en présence des avocats qui pourront, s'il n'y a pas d'accord, demeurer, je le dis parce que ce n'est pas la même chose pour le droit collaboratif, demeurer auprès de leurs clients. S'il n'y a pas d'accord, eh bien, on peut recourir à la procédure participative de mise en état qui va rendre la mise en état plus rapide. Donc, je vous engage, le barreau de Paris, le CNB ont beaucoup communiqué, il y a beaucoup de fiches techniques à vous renseigner sur ces modes amiables. La troisième chambre du tribunal judiciaire de Paris a dit qu'elle privilégierait les affaires qui ont été mises en état via la PPME. Autre outil, la médiation avec un tiers. C'est une négociation assistée avec un tiers. Elle peut être conventionnelle ou judiciaire. Elle est extrêmement souple. Il y a eu un très gros focus pendant la crise sur ce processus volontaire, structuré, encadré, encadré par le code, mais extrêmement souple, dans lequel un tiers intervient. Un tiers va aider les parties à co-construire la solution. Alors, le barreau de Paris a mis en place une plateforme pour les entreprises, le CMAP aussi, plateforme d'urgence, justement pour permettre aux entreprises de les saisir tout de suite pour régler donc leurs problèmes, notamment les problèmes entre partenaires commerciaux. Donc, elle est adaptée à tous les types de différends. Elle est extrêmement souple et son esprit, c'est de permettre aux parties de travailler dans un esprit de concertation rapidement,
dans un cadre totalement confidentiel et en présentant des garanties de sécurité du fait donc de cette confidentialité et de la suspension des délais. Autre outil que vous connaissez, la conciliation, qui est assez peu utilisée, sauf par certains tribunaux de commerce où vous avez un tiers, mais qui va avoir... la différence avec la médiation, c'est qu'elle est gratuite et qui le juge peut d'ailleurs concilier, vous le savez, et on va avoir un tiers beaucoup plus directif, alors qu'en médiation, il est beaucoup plus en recul. Et puis, le dernier, le droit collaboratif, qui a été aussi mis en lumière. Je vous invite à vous rapprocher, à aller regarder la plateforme de l'Association française des praticiens en droit collaboratif, qui a aussi été extrêmement présente aux côtés des confrères. C'est un mode amiable, comme la procédure participative, qui n'est pas codifié, lui, mais qui permet une mise en place de manière contractuelle à travers une convention signée par les parties et leurs avocats respectifs pour trouver, sur la base de la négociation raisonnée, une solution adaptée, très utile en droit des affaires. Et surtout, l'intérêt, c'est que les avocats sont très motivés à pousser leurs clients puisqu'ils ne peuvent pas garder le dossier s'il y a un contentieux. Voilà, mon dossier, je vais très vite parce que je crois que je n'ai plus beaucoup de temps. Je voulais simplement terminer sur le fait que l'exposé ne serait pas tout à fait complet si on n'abordait pas l'efficacité des clauses de médiation. Nous sommes des avocats de contentieux, des avocats rédacteurs. C'est nous qui amenons nos clients à connaître, qui les conseillons sur ces outils et qui proposons à nos clients de prévoir des clauses de règlement préalable amiables dans les contrats. Donc, j'entendais Grégory tout à l'heure parler sur la précision des clauses, pas les mêmes, mais en médiation, il est extrêmement important de bien prévoir quel type de mode déjà on va vouloir, donc il faut bien les connaître, mettre en jeu, le prévoir à titre préalable. Voilà, parce que la mécanique, la mise en place d'une clause de médiation va véritablement permettre de débloquer les parties. Je l'ai vu pendant la crise, on en a mis en jeu, ça a marché, ça a été extrêmement intéressant. Et là encore, il ne s'agit pas d'un atelier sur la rédaction de la clause, mais je vous renvoie véritablement, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites là-dessus. Et puis, vous avez les grands centres qui donnent des modèles extrêmement intéressants. Pour conclure, je voulais simplement vous dire que le CNB, on l'a vu hier, dans son dernière assemblée générale du 9 octobre, s'est engagé à mettre à la disposition des avocats et à leur demande, donc il y a un vrai frémissement, la boîte à outils, une boîte à outils de l'amiable, y incluant tout ce qui concerne la procédure participative, pour permettre aux avocats d'accompagner leurs clients, sachant que par ailleurs, à cette même assemblée générale, il a été rappelé que l'EMARD était un axe majeur dans l'avenir des avocats et que le RIN serait certainement modifié dans cette optique. Voilà pour le frémissement très clair, l'intérêt de faire appel à ces mardes amiables. Merci Edwige. Alors, je vois qu'il y a une forte mobilisation pour les mardes devant les juridictions civiles. Est-ce que c'est la même chose devant les juridictions administratives, Sophie? Les juridictions administratives, bon, d'abord, on a eu un peu plus de chance grâce à notre application Télérecours qui a très bien fonctionné pendant le confinement. Donc c'était plutôt fluide en termes de communication avec les tribunaux. Après, on a été confronté à un problème qui est que les magistrats avaient le choix entre trois options. Réaliser des audiences en présentiel, en ligne ou pas d'audience.
Et malheureusement, on a quand même constaté que la plupart du temps, il n'y avait pas d'audience, ce qui est un peu frustrant quand on est surtout en référé, comme on peut avoir par exemple des référés précontractuels, où c'est quand même un peu problématique. Donc, les délais de jugement, très clairement, étaient déjà bien allongés avant la crise. Ils sont toujours aussi longs aujourd'hui, bien plus aussi. Et ce qui fait qu'en fait, le gouvernement nous a fait passer un message dans une instruction, toujours la même, celle du Premier ministre du mois de juin, en nous disant il faut absolument négocier. Alors voilà, le message du gouvernement, c'est il faut absolument négocier. Edwige le soulignait, le un boom en termes de saisine. Ça se vérifie aussi en matière de marché public parce que ce médiateur peut être saisi aussi de problématiques publiques. D'ailleurs, un tiers des saisines concernent des marchés publics. Donc, il y a eu plus de saisines du médiateur des entreprises, mais très clairement, le message qu'on nous fait passer, c'est négocier, négocier, négocier. Et la bonne nouvelle, c'est pas forcément qu'il y ait beaucoup de négociations, il y en a. D'une manière générale, je trouve que les parties sont quand même de bonne foi et essayent de négocier, hein, que ce soit côté public ou côté privé, puisque j'interviens des deux côtés. Donc, je peux voir qu'il y a une volonté commune de négocier. Mais la bonne nouvelle pour nous, publicistes, c'est que vous savez qu'on est limité dans le cadre de nos avenants. C'est-à-dire que c'est bien joli de négocier, c'est bien joli d'avoir une médiation, mais derrière, si c'est pour signer un protocole d'accord ou un avenant qui est illégal, bah évidemment, c'est pas possible, donc ça ne débouche sur rien. Or là, on a, dans le cadre de notre pacte réglementaire et législatif, une disposition qui nous permet de conclure un protocole ou un avenant quand il y a des circonstances exceptionnelles qui ne permettaient pas d'être appréhendées, donc imprévisibles. On rentre très clairement dans ce cas-là, hein, toute la doctrine, y compris gouvernementale, nous incite à utiliser cet article. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle parce que ça nous arrive à plusieurs reprises hors Covid, d'avoir une vraie volonté de négocier, mais d'être bloqué parce qu'on risque d'avoir un avenant illégal, puisque la logique est la suivante. Il y a une procédure de passation et une mise en concurrence des entreprises pour choisir l'entreprise qui décroche le marché. Vous imaginez bien que derrière, c'est pas pour modifier substantiellement le marché public. Donc voilà, un appel à la négociation, un recours à la médiation qui a aussi augmenté. Et la facilitation des protocoles et des avenants par des dispositions réglementaires plus larges. Voilà. Très bien, merci Sophie. Alors, on arrive au bout de notre atelier. Moi, j'ai envie de dire quelques mots avant de passer la parole à Nicolas pour un propos conclusif. Moi, je retiens de cet atelier que finalement, on est sur une crise qui nous a obligés à nous réinventer, qui nous a obligés aussi à nous adapter dans l'urgence avec les moyens du bord. On n'a pas forcément la même culture en droit privé et en droit public, mais on a une même volonté finalement d'arriver de bonne foi à, d'un côté, une médiation ou une négociation et de l'autre, effectivement, la négociation dans le cadre public. Moi, ce que je retiens, c'est la crise, elle nous a obligés aussi à une forme de solidarité entre les co-contractants, mais toujours avec ce bémol de faire attention quand même à protéger le faible ou à protéger aussi les intérêts de celui qui serait finalement contraint d'aller accepter une négociation un peu à ses dépens ou face à quelqu'un qui a une certaine force économique. Alors, moi, je laisse la parole à Nicolas pour le mot de la conclusion de la fin, s'il le souhaite. Si vous le souhaitez, vous surtout, parce que j'ai déjà beaucoup parlé, mais volontiers, avec plaisir. Finalement, la crise sanitaire, on en a parlé, a chamboulé le monde des contrats et singulièrement le monde des contrats d'affaires. On a parlé des contrats internes, on n'a pas un peu moins des contrats internationaux. Une question simplement sur les contrats internationaux. À défaut de toute précision des textes ici, est-ce que le juge ne sera pas tenté de considérer saisie de litiges liés aux contrats internationaux que certaines règles relèveront de la catégorie des lois de police au sens du droit international privé? Peut-être. Des auteurs l'invoquent, Bernard Haftel au recueil d'Allos 2020 et Maître Ziadé et Katchi Violi à l'Agi Contrat 2020.
peut-être. Et lesquels? Est-ce que ce sera les ordonnances délais, il l'envisage, ou est-ce que ce seront aussi les mécanismes traditionnels? Et alors, pour ouvrir, ce sont bien sûr les contrats en cours dont on a parlé, c'est-à-dire les contrats qui ont été conclus avant la crise et pendant la crise, qui ont été frappés de plein fouet de la crise. Mais il reste la question des contrats futurs, des contrats qui sont conclus après la période protégée ou avant la nouvelle période protégée, c'est-à-dire conclus en ce moment. Qu'est-ce qu'on apprend de la crise avec ces contrats? Il me semble qu'on peut résumer le bouleversement des règles contractuelles pour l'avenir à une sorte de maxime qu'on peut considérer pour tous les nouveaux contrats qui sont conclus actuellement et qui le seront. Un contractant averti en vaut deux. En d'autres termes, il faudrait peut-être donc aujourd'hui, plus qu'hier, redoubler de vigilance sur les contrats qui sont conclus. Pourquoi? Parce que, à mon sens, rien n'indique que les choses se passeront demain avec autant de compréhension, d'une certaine manière, force majeure, imprévision, délai, qu'hier. Au contraire, même peut-être, le droit contractuel de demain sera peut-être le droit qu'on connaissait avant-hier, mais avec les circonstances qu'on a connues hier. Une crise financière, une crise économique, décidément, une crise sanitaire, mais avec le droit commun des contrats, classique d'une certaine manière, qui retrouverait son empire. Dans la revue L'Ami droit civil de ce mois-ci, un auteur a réfléchi aux conséquences de la crise sanitaire sur les contrats conclus après la crise du Covid-19. C'est un article de Guillaume Maire, le contrat et l'après-Covid-19. Cet auteur, et je souscris volontiers à ses propos, estime deux choses. D'une part, que le Covid-19 serait susceptible de modifier l'appréciation de certaines notions classiques du droit commun des contrats. La loyauté, on en a parlé, avec une interprétation des contrats différente et une obligation de renégocier à l'avenir qui serait renforcée. Mais également la notion d'imprévisibilité qui a été au cœur des notions qu'on a vues aujourd'hui, la force majeure, l'imprévision. Et là, on va peut-être avoir une attitude différente à l'acte 2 de la crise sanitaire qu'on vit actuellement de celle qu'on a eue à l'acte 1. Peut-être que cet épisode du Covid-19, deuxième étape, empêchera à l'avenir toute qualification de force majeure ou d'imprévision, parce que ça n'est plus imprévisible. On l'a relevé tout à l'heure, ça a été relevé par chacun d'entre vous, et j'y souscris tout à fait. L'épidémie et ses conséquences sont prévisibles, et le sont depuis mars, et on s'attendait, dans la mesure du raisonnable, à ce qui est en train de se produire. Donc, une modification de l'appréciation des notions de droit commun, mais aussi, et surtout, pour vous, rédacteurs d'actes, une modification des réflexes de rédaction du contrat. On ne rédigerait plus un contrat aujourd'hui ou demain comme on le rédigeait hier. Les parties pourraient, dans une certaine mesure, et ça recoupe l'intervention d'Edwige et de Sophie, dans une certaine mesure, les parties pourraient préférer un traitement préventif en aménageant contractuellement les règles applicables. Avec les gestions des difficultés d'exécution, on aménage les règles classiques de l'inexécution, les règles de la mauvaise exécution, ou encore l'aménagement de l'article 1195 ou de l'article 1218 sur la force majeure. Et également, les parties peuvent gérer l'impossibilité d'exécution en définissant ce qu'est une impossibilité d'exécution, mais également en définissant les obligations des parties en cas d'impossibilité. Exemple, le débiteur s'engage à supporter le risque lié au Covid-19 en garantissant un remboursement en cas d'impossibilité d'exécuter sa prestation. Ou l'inverse. À l'inverse, les parties peuvent immuniser le débiteur contre le risque du Covid-19. Voilà donc ce que dit cet auteur ici, et ça inclut bien entendu le traitement préventif des difficultés, le traitement amiable aussi des difficultés qui pourraient faire l'objet aujourd'hui et demain plus qu'hier de clauses, des clauses de médiation, des clauses de conciliation, des clauses de renégociation. Voilà, ça ce sont les propos de l'auteur que je vous citais, Guillaume Maire, et je trouvais que ça pouvait être intéressant de finir ces échanges aujourd'hui sur ce point. Et je vous remercie encore une fois, j'ai été très, très heureux d'être invité ici, et merci à tous. Merci beaucoup Nicolas, merci à tous les animateurs de l'atelier. Je crois que nos échanges ont été très riches et la pertinence et le caractère extrêmement complet des interventions ont été saluées, notamment dans le chat.
Donc, vraiment, je vous remercie tous infiniment pour le temps que vous avez consacré à la préparation de cet atelier et je vous souhaite une excellente après-midi. Voilà, c'est le moment de nous quitter. Au revoir. Bonne continuation à tous. À bientôt. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.